Tout de suite, une nouvelle heure avec REM sur le 98.4 FM. 98.4 FM. Et sur le www.re2m.org. Il est 14h. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau. Bonjour et bienvenue dans l'émission Espoir sans tremblement qui parle de la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, au programme, les neuroprothèses et les innovations thérapeutiques. Ces avancées technologiques offrent de nouvelles perspectives pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie. Restez avec nous pour en savoir plus sur ces avancées passionnantes dans le domaine de la maladie de Parkinson. Je passe la parole à nos deux experts, Olivier et Emmanuel, qui aujourd'hui remplacent Gérard, qui vous envoie tous ces bisous câlins à tous les auditeurs. Et oui, Gérard, Olivier nous en dira plus dans un petit moment. Et je vous cède donc la parole, Olivier et Emmanuel. Bonjour, messieurs. Bonjour à tous. Bonjour Francis. Et très belle année 2024 à tous, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le souhaiter jusqu'à présent, parce que c'est la première émission de l'année. Donc effectivement, Gérard est absent. Gérard est parti en vacances. Gérard est parti au soleil. Gérard est parti rencontrer un cyclone. Et Gérard est parti sur l'île Maurice. Donc on espère qu'il va bien. On sait qu'il va bien. Donc on lui passe le bonjour. On lui envoie des bisous câlins depuis la radio d'Entre-deux-Mers. Et en plus, je pense qu'il doit nous écouter. Et je suis sûr qu'il nous écoute. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons la présence d'Emmanuel Godmet, qui est le président de l'association Parkinson Vivre et Travailler, qui va remplacer Gérard pour la co-animation avec moi. Et nous sommes également en présence de Marie-Claire Toussaint, qui est infirmière spécialiste en éducation thérapeutique, qui va intervenir tout au cours de l'émission. Mais d'abord, on va peut-être contextualiser un petit peu avec Emmanuel, parce qu'on a beaucoup parlé de toi alors que tu n'étais pas là. Donc tu vas te présenter peut-être rapidement. Tu es le président de l'association Parkinson Vivre et Travailler. Et explique-nous un petit peu ton parcours, qui tu es rapidement pour nos auditeurs. Oui. Avant qu'il commence, je veux bien dire que Emmanuel, c'est pas une Arlésienne. Hein. Il est bien présent avec nous. Mais par contre, il a travaillé dans l'ombre pendant toutes les autres émissions. Oui, c'est vrai qu'on parle souvent de toi, mais on ne t'entend pas souvent. Donc c'est l'occasion rêvée de t'entendre. Aujourd'hui, c'est ton jour, Emmanuel. Oui, occasion rêvée, c'est très gentil. Donc effectivement, chaque émission fait l'objet d'une préparation. Donc il y a un groupe de travail qui prépare le travail, et puis Olivier et Gérard qui animent très, très efficacement. Donc aujourd'hui, Gérard n'étant pas là, je vais essayer de me substituer à lui, ce qui est une lourde tâche, parce que Gérard a quand même une personnalité qui est brillante et très sympathique. Donc je vais essayer de combler le vide. Je suis président de l'association Parkinson Vivre et Travailler. Oui, il y a 9 ans, j'ai appris que j'avais la maladie de Parkinson. Donc je me suis mis en recherche de tout ce qu'il faut pour comprendre la maladie, mener des actions correctives. Et au fur et à mesure que je faisais le parcours, je me disais pourquoi ne pas essayer de capitaliser toutes ces recherches et de les partager avec d'autres. Donc on s'est retrouvés à plusieurs à avoir ce sentiment-là, dont Olivier et dont Gérard. Et on a créé une association qui a maintenant un site depuis 3 ans. Ce site a, en 2023, 70 000 visiteurs. On vise 90 000 l'année prochaine. 550 membres. On a un Facebook qui fonctionne aussi de manière assez efficace. Ouais. Et on a cette émission de radio qui est une première dans le genre. Je crois que les Britanniques font quelque chose d'équivalent avec des podcasts. Mais c'est assez rare pour être noté. Donc merci à Francis de nous avoir accueillis. Mais c'est une fierté déjà pour Radio Entre-deux-Mers d'avoir une telle émission. Merci messieurs. Merci pour cet écho, merci pour ta présentation Emmanuel. Alors on voulait commencer l'année 2024 par des bonnes nouvelles, puisque l'émission s'appelle donc Espoir sans tremblement, donc ça veut dire ce que ça veut dire. On essaie de partager un petit peu tous les bons côtés de la maladie, si on peut parler ainsi.
et surtout tous les aspects positifs qui permettent d'apercevoir la lumière au bout du tunnel. Et je crois, Emmanuel, que tu voulais parler, on en a beaucoup entendu parler en cette fin d'année, quelque chose qui s'est passé notamment à Bordeaux, sur une neuroprothèse. Alors, la neuroprothèse, oui, c'est un événement important qui touche Bordeaux par le fait que le test ait été fait sur un Bordelais. Donc, on est particulièrement touché et intéressé par cette démarche. Donc, la neuroprothèse, c'est pour résoudre les problèmes moteurs et le freezing. Le freezing, c'est quand on est tétanisé, que l'organisme ne répond plus. Et en général, une séance de freezing, ça se termine par une chute. Donc, c'est extrêmement désagréable. Il faut savoir que 9 patients sur 10 atteints de la maladie de Parkinson à un stade avancé par la perte de dopamine entraînent des difficultés à marcher et des troubles de l'équilibre et des épisodes de freezing. Donc, le test que nous allons évoquer touche une population importante parmi les Parkinsoniens qui sont avancés dans la maladie. C'est une méthode de stimulation des cellules nerveuses par la moelle épinière qui permet d'améliorer l'équilibre et la marche d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson. Donc, les Suisses et le CHU de Bordeaux ont mis au point un implant permettant de stimuler directement les cellules nerveuses de la moelle épinière impliquées dans ce contrôle des mouvements des jambes. Donc, le patient qui a été... Il n'y a qu'un seul patient qui a été opéré jusqu'à maintenant. C'est un Bordelais qui avait de la stimulation cérébrale, qui avait des médicaments, qui avait un certain nombre de choses, qui, depuis 20 ans, avait la maladie de Parkinson. Et ces médicaments et cette stimulation cérébrale étaient très insuffisamment efficaces. Donc, depuis 10 ans, il marchait peu, il marchait quasiment plus. Il ne se déplaçait plus, il était un petit peu embêté, pour le dire avec pudeur. Donc cette opération lui a permis de reprendre la marche, de reprendre le déplacement, de reprendre une vie normale. J'ai lu des choses qu'il a écrites. Il a dit qu'il avait raté un tram et qu'il s'est retrouvé en train de courir après le tram pour le rattraper. Ce qui est quand même stupéfiant. Donc des exemples comme ça doivent donner de l'espoir à tous ceux qui ont des difficultés. Il s'est remis au sport, il est redevenu très actif, il s'est remis à jardiner, à faire pas mal d'occupations de la vie courante qu'il ne faisait plus. Donc c'est vrai que ça apporte beaucoup d'espoir. Ouais. Voilà. Donc cette démarche thérapeutique qui est engagée va nous être expliquée maintenant par le neurologue Erwan Bézard, qui est un neurologue de Bordeaux, du CHU de Bordeaux, et qui nous explique en quelques minutes ce qu'est cette intervention. Et l'espoir, Olivier, ce serait qu'on puisse avoir ce monsieur un jour avec nous dans l'émission. On y travaille. Allez, on écoute Erwan Bézard. Ce coup-ci, je suis avec Erwan Bézard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à l'Institut des maladies neurodégénératives de l'Université de Bordeaux. Tout à fait. Un institut que j'ai fondé avec le professeur Tison en 2011. D'accord. Alors, vous avez participé à quelque chose qu'on peut appeler un miracle, puisque les journaux s'en sont un peu emparés. C'est un monsieur, on ne dira pas son nom, on le taira pour des raisons qu'il souhaite lui aussi, je pense. Vous pouvez nous en parler ? Alors, avec mes collègues suisses, Grégoire Courtine et Jocelyne Bloch, nous avons développé ce que l'on appelle une neuroprothèse, qui est en fait une stimulation de la moelle épinière pour l'amélioration de la marche chez le patient parkinsonien. D'accord. Et ça, c'est après, je suppose, quelques recherches très importantes. Alors oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est après de nombreuses années de recherche, nous avons obtenu un financement européen, Grégoire Courtine et moi-même, en 2009, qui s'appelait ReWalk, ça veut dire marcher de nouveau, dans un acronyme anglais, qui consistait, dont le projet était de refaire marcher des patients paraplégiques ou d'améliorer la marche chez des patients parkinsoniens. Vous voyez, donc 2009, oui. Ça veut dire que nous avions déposé le projet en 2008, et nous sommes en 2023. C'est donc 15 années de travail qui ont permis de développer cette application de neuroprothèse à la fois pour les patients paraplégiques et les patients parkinsoniens. Donc il y a de l'espoir quand même pour les parkinsoniens. Tout à fait. Ce travail dont vous faites l'écho et qui vient d'être publié dans une revue médicale
de prestige et en fait la concrétisation de ces 15 années de travail avec au sein de cet article le rapport des expériences chez le primate chapeauté par une démonstration chez un patient bordelais opéré à Lausanne par le professeur Jocelyn Bloch pour la pose de la neuroprothèse et le rapport des bénéfices liés à la marche chez ce patient parkinsonien qui a été implanté il y a maintenant 18 mois. Et 18 mois après, il bénéficie toujours grandement de la qualité de marche grâce à cette neuroprothèse. D'accord. Alors, donc, il y a de l'espoir pour les symptômes moteurs et les activités physiques. Alors, que ce soit bien clair, ce n'est pas Un traitement. Un traitement de la maladie de Parkinson, ça ne se substitue en rien aux agents pharmacologiques habituels, la lévodopa et autres, de même qu'à la stimulation cérébrale profonde du nœud thalamique, qui, elles sont des thérapeutiques qui sont dédiées à l'amélioration globale des symptômes de la maladie de Parkinson. Là, on parle de l'amélioration de la marche. Comme vous le savez, vous-même, bien évidemment, les difficultés de marche, le freezing notamment, affectent 80% des patients après au moins 8 années d'évolution de la maladie. Donc c'est donc un symptôme très fréquent après quelques années d'évolution et un symptôme qui malheureusement est marginalement amélioré par les traitements de remplacement de la dopamine, que sont par exemple la lévodopa ou la stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique. Donc c'est un traitement en complément des traitements habituellement dispensés aux patients et qui, on l'espère, prendra sa place dans le répertoire des aides à l'amélioration de la qualité de vie des patients parkinsoniens. Alors après ce premier sujet, est-ce que vous en avez d'autres en attente? Oui, alors dès le premier trimestre, excusez-moi, dès le premier trimestre 2024, une étude clinique sur 6 patients va commencer à Lausanne. Elle est financée par une fondation américaine, la Michael J. Fox Foundation. 6 patients qui vont permettre de répliquer les résultats obtenus chez ces premiers patients et à l'issue de cette première étude sur 6 patients visant à démontrer la réplication avec des équipements commerciaux, il y aura une étude dite multicentrique sur 3 centres, à Lausanne, à Bordeaux et à New York. Donc une vingtaine de patients, à peu près entre 6 et 9 patients par centre. Et c'est le standard en fait de la recherche clinique de démontrer que dans plusieurs centres, vous êtes capable de répliquer les mêmes résultats. C'est très important pour la confiance dans la réalité thérapeutique d'une action. À l'issue de ce deuxième essai clinique sur 20 patients, donc d'ici 4 années et demie à 5 années, si les résultats sont bien sûr confirmés, alors la neuroprothèse sera mise à disposition sur le marché pour l'ensemble des patients parkinsoniens. Erwan Bézard, eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être intervenu pour l'émission Espoir sans tremblement et d'avoir apporté justement cette fraîcheur et puis cet espoir pour les Parkinsoniens. C'est moi qui vous remercie de votre appel. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup à ce neurologue de renom qui apporte beaucoup d'espoir à tout le monde. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose, Emmanuel, par rapport à ce qui vient d'être dit sur cette interview. Non, quant à la neuroprothèse, je crois que le professeur nous a donné toutes les informations nécessaires pour se rendre compte de l'enjeu et de l'intérêt de cette démarche. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'association Parkinson Vivre et Travailler va continuer à activer sa commission veille. Et quand il y aura des sujets intéressants comme ceux-là qui peuvent intéresser l'ensemble des Parkinsoniens, on vous en fera part en début d'émission. Il faut juste préciser ce que c'est la commission veille. C'est en fait un groupe de travail qui s'est formé par les membres de l'association et qui sont en recherche de toutes les nouveautés qui peuvent y avoir, qui peuvent paraître dans la presse ou dans les instituts de recherche autour de cette maladie. Et à chaque fois qu'on trouve quelque chose d'un petit peu pertinent, on essaie de creuser un peu le sujet, trouver les interlocuteurs qui pourraient nous intéresser et quitte à les interviewer pour justement les écouter à la radio. Et ce qui est extraordinaire, c'est cet effort international, comme l'a dit le professeur Erwan Bézard. C'est le côté international et coopération qu'il peut y avoir
L'autre nuit, de 1h à 2h du matin, il y avait un webinar, c'est-à-dire une formation par Internet, sur un sujet qui touche aussi les Parkinsoniens. On en parlera dans le futur au cours d'une prochaine émission. Mais ce côté international est remarquable. Très bien, mais écoute, merci. Alors avant d'aborder la deuxième partie de l'émission sur l'éducation thérapeutique du patient, je pense qu'on va faire une petite pause musicale et écouter Grand Corps Malade avec la... J'arrive pas à relire, excuse-moi. Grand Corps Malade. Retiens les Ah, rêves. Retiens les rêves. Voilà, allez, c'est parti. Petit trou, désolé. Fox Company, vous pouvez en parler un petit peu, quelques mots? Moi, je suis pas sachant. Non. Je pourrais pas trop en parler. Je sais pas si Emmanuel, tu as plus d'éléments à Non, annoncer. on vous fera une présentation le mois prochain, D'accord, circonstanciée plutôt que dire des bêtises. d'accord, parce ok. C'est un organisme américain qui est dirigé par le célèbre Michael J. Fox. Et ils ont des capacités financières qui sont considérables. Je sais qu'ils interviennent au niveau du projet qu'on a évoqué tout à l'heure à hauteur de 1 million d'euros. C'est pour ça que, voilà, je 1 million d'euros. 1 million d'euros pour... qu'il y ait un suivi là-dessus, peut-être. Oui, on en reparlera parce qu'effectivement, c'est une fondation importante avec des moyens colossaux. Donc, ils font bien avancer la recherche de leur côté aussi. Dire que Michael J. Fox, lui, déjà est atteint de cette maladie. Oui, oui, tout à fait. Depuis qu'il a eu 30 ans, je crois, et il en a 60 aujourd'hui à peu près. Donc il est très impliqué dans cette pathologie et tout ce qui tourne autour de la recherche. Ok, merci messieurs. Mais de rien. Maintenant, on va donc parler du deuxième thème de l'émission qui est l'éducation thérapeutique. Et j'aurais voulu présenter Marie-Claire Toussaint qui est présente avec nous dans le studio en direct. J'aurais souhaité que vous vous présentiez. Donc, vous êtes infirmière. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis infirmière d'éducation thérapeutique pour la maladie de Parkinson, donc au centre expert Parkinson du CHU de Bordeaux, à Pellegrin. Et j'exerce au sein du centre expert depuis 2012, depuis sa création. Donc, je suis spécialisée dans la maladie de Parkinson et depuis presque 10 ans, on a des programmes d'éducation thérapeutique pour cette maladie. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'éducation thérapeutique en 2 mots ? Bien sûr. Alors, l'éducation thérapeutique, elle a été définie par l'Organisation mondiale de la santé en 1996. Donc, cette éducation thérapeutique du patient, elle vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient et elle est complémentaire de la prise en charge médicale classique. Elle doit être réalisée en équipe pluridisciplinaire qui est formée pour cela. Et les objectifs principaux de l'éducation thérapeutique, c'est que les patients comprennent leur maladie et leur traitement, qu'ils soient acteurs de leur prise en charge et qu'ils collaborent avec l'équipe soignante qui les prend en charge. D'accord, donc c'est vraiment dans le but de les familiariser avec leur propre maladie, qui comprennent eux-mêmes leur maladie, est-ce que les aidants, les proches, les parents, la famille étaient également formés Alors, les aidants sont bienvenus aux ateliers, peuvent participer bien sûr, parce qu'ils ont aussi besoin de comprendre la maladie. C'est une maladie, la maladie de Parkinson impacte tout l'entourage. Du coup, on encourage les aidants à assister aux ateliers quand ils le souhaitent et quand ils le peuvent. Voilà, mais c'est vraiment dans un but d'améliorer la qualité de vie. D'accord. Je pourrais compléter avec une information que vous m'aviez donnée l'autre jour quand on préparait la réunion, c'est que l'important c'est de déconstruire les idées fausses. Exactement. Parce qu'on est tous extrêmement perturbés, sinon anéantis par l'information que nous avons la maladie de Parkinson le jour où nous l'apprenons. Et on se fait tout un tas d'idées, de scénarios qui sont un petit peu connus et reconnus par tout le monde. Et le fait de se retrouver à plusieurs avec la maladie, je dirais, dédramatise. Je vous laisse en parler un petit peu, madame. Tout ça, c'est important. C'est vrai que c'est une maladie. La maladie de Parkinson a une image dans la société qui est assez catastrophique. En fait, elle est très peu connue, ou mal connue en tout cas.
coup, au cours de ces ateliers, on essaie vraiment de déconstruire les idées, souvent fausses ou stéréotypées en tout cas, qui représentent cette maladie pour essayer de coller au plus près de la réalité. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que les gens, quand ils apprennent leur diagnostic, ils ont un a priori tout de suite peut-être focalisé sur les tremblements et ils oublient tout le reste. Alors, oui, elle a aussi une image de dépendance. Ouais. Voilà. Oui, parce que c'est vrai, moi, le premier, quand j'ai été diagnostiqué, pour moi, c'était une maladie de personnes âgées. Tout à fait. J'ai été diagnostiqué à 38 ans, j'en ai 42 aujourd'hui. Et j'ai appris, en me renseignant, qu'au final, on pouvait être atteint d'une forme juvénile, entre guillemets, et que ça ne touchait pas que les personnes âgées, au contraire. Et que finalement, je crois que c'est un patient sur 2 qui a moins de 60 ans. Alors, l'âge moyen du diagnostic en France est à 58 ans. Ouais. Et bien sûr qu'il y a des très jeunes, il y a des formes de Parkinson même juvéniles, des formes de Parkinson précoces et puis des formes plus classiques quand la maladie se déclare autour de 60 ans. D'accord. Donc de plus en plus de jeunes, ce qui est important. Alors nous, au centre expert, c'est vrai qu'on voit énormément de jeunes, c'est très rare qu'ils ne soient pas suivis au centre expert. Mais dans la population générale, c'est peut-être... oui, là, c'est moins représentatif. Oui, moins représentatif. Oui, c'est-à-dire que là, comme c'est une spécialité, du coup, ça attire forcément des gens impliqués, plus jeunes. Oui. Mais c'est pas représentatif de la population. Non, mais du coup, ça impacte d'autant plus quand ce sont des personnes comme vous qui travaillez encore. Donc, voilà, c'est important d'être pris en charge. Et du coup, justement, sur cette prise en charge, donc après, on va peut-être écouter le témoignage d'une patiente qui pratique l'éducation thérapeutique également. Mais juste pour nous expliquer en 2 mots, ça comporte vraiment toutes les facettes de la vie quotidienne, sur l'aspect psychologique, l'aspect physique. Comment ça fonctionne concrètement là? Alors, le programme d'éducation thérapeutique, enfin celui que j'anime moi au CHU, comporte plusieurs ateliers. On a choisi des thèmes qui nous paraissaient très importants. On propose 5 ou 6 ateliers, et notamment, enfin je le détaillerai un peu plus par la suite si vous voulez. Okay. Voilà, avec des groupes de patients. D'accord, oui. Donc c'est sous forme d'ateliers avec des thématiques, j'imagine. Tout à fait. Ok. Bon, mais on va écouter peut-être Corinne. Corinne qui est une patiente atteinte de la maladie également depuis plusieurs années, qui est sur la région toulousaine. Francis, je te laisse passer l'interview. Merci. Corinne, vous avez été diagnostiquée maladie de Parkinson à l'âge de 42 ans et de suite, vous vous êtes dit, je vais prendre cause et effet pour les jeunes ou peut-être m'occuper des Parkinsoniens. Oui, tout à fait. Alors, comment avez-vous reçu déjà ce premier choc? Eh bien, bon, ce n'est pas facile déjà d'apprendre qu'on a une maladie dite neurodégénérative. En général, c'est une maladie dont on ne sait pas aujourd'hui trouver encore l'explication et donc dont on ne guérit pas. Et quand en plus on a 42 ans et que la majorité des malades atteignent cette maladie autour de 60 ans, c'est encore plus difficile d'accepter. Donc j'ai effectivement reçu un choc en apprenant cette maladie, mais je m'en doutais un petit peu parce que j'avais un peu prospecté sur Internet et constaté que les symptômes que j'avais découverts correspondaient à cette maladie. Alors, comment vous avez de suite pensé à vous orienter vers les jeunes? Eh bien, moi-même, j'avais 42 ans et je trouvais que c'était bientôt pour avoir une maladie de Parkinson et j'ai cherché sur Internet. Je crois que c'est ce que font la plupart des malades aujourd'hui. Internet a cette faculté ce pouvoir, voilà, on peut dire pouvoir de renseigner sans pour autant interférer sur un tiers, c'est-à-dire qu'en fait on est tranquille dans son bureau et on peut faire toutes les recherches qu'on veut, personne
ne nous inquiète et on peut naviguer sur le web, comme on dit, pour chercher ce dont on a besoin. Oui, alors donc j'ai cherché sur Internet, effectivement, j'ai constaté que on pouvait avoir la maladie de Parkinson à 42 ans, voire moins même. Il y a des formes plus récentes, plus précoces, euh, même à partir de 20 ans, mais c'est assez exceptionnel. Ce sont souvent des formes génétiques. Alors donc, Donc, oui, alors quand on sait que la maladie de Parkinson est dégénérative, euh, pour vous, vous en êtes où à l'heure actuelle? eh bien, au bout de 24 ans, Oui. j'avoue avoir la chance d'avoir une maladie qui a évolué très lentement. En général, c'est une maladie qui évolue lentement, mais dans mon cas, je constate que les personnes qui ont la maladie au bout de plus de 20 ans sont dans un état plus dégradé que le mien et je profite effectivement de cette chance de ne pas avoir encore une maladie trop avancée pour faire d'autres actions, pour justement témoigner auprès de mes semblables pour les encourager et leur donner de l'espoir. Alors je crois que vous avez fait de la formation aussi. Oui, en effet. En 2006, j'ai effectué une formation en éducation thérapeutique du patient parkinsonien, plus exactement, pour, euh, euh, pour faire de l'activité de, de formation des malades qui s'appelle l'éducation thérapeutique afin d'améliorer leur qualité de vie. C'est une formation qui est encadrée par la Haute Autorité de la Santé et qui nécessite, euh, enfin, qui délivre des compétences pour informer et former d'autres malades à sa maladie et leur permettre de mieux gérer leur maladie. Je crois que c'était à Toulouse, hein, c'est ça? Alors la formation, non, c'est passé à Paris. C'est à Paris. C'est une formation qui dure 40 heures. Elle s'appelle formation 40 heures, justement. Elle est nécessaire pour pouvoir intervenir dans des programmes d'éducation thérapeutique qui sont gérés par les ARS, qui sont donc les points régionaux de la Haute Autorité de la Santé. Et j'ai, pendant 6 ans, co-animé avec l'équipe médicale du Centre Expert Parkinson de Toulouse des groupes d'éducation thérapeutique du groupe EdPark, qui est le premier groupe français d'éducation thérapeutique sur ce centre expert Parkinson, notamment dans 2 ateliers collectifs, l'atelier médicaments et l'atelier activité physique. D'accord. Et comment sont reçus ces ateliers? Eh bien, ces ateliers, en fait, sont proposés à tous les malades qui le souhaitent. C'est un programme qui comporte 2 volets, un volet individuel, une prise en charge individuelle au cours de laquelle on évalue les besoins en formation des malades pour améliorer leurs compétences. Et une deuxième partie en atelier collectif sur des thèmes particuliers. Et c'est dans ces ateliers que j'ai co-animé cette formation. D'accord. Alors si vous aviez un message à faire passer, Corinne. Eh bien, un message, ce serait de si on ne l'a pas fait aux malades qui sont diagnostiqués, de poser la question à leur neurologue, de connaître les endroits où ils peuvent recevoir ce type de formation. Cette formation s'est étendue dans toute la France et est souvent dispensée dans les centres experts Parkinson. Il y a une vingtaine de 20 à 25 centres experts Parkinson en France. Et donc de suivre cette formation pour leur permettre de mieux gérer leur vie quotidienne et de connaître mieux leur maladie. Parce que quand on connaît sa maladie, quand on connaît la maladie, on connaît mieux sa maladie, puisque chaque maladie est différente quand même, avec une base commune. Et quand on connaît, on comprend et on peut mieux agir.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Corinne, de votre Avec intervention plaisir. dans l'émission Espoir sans tremblement. Merci, au revoir. Merci Corinne pour cette interview et ces informations très intéressantes. Moi, j'avais quelques questions à poser à Marie-Claire. Je voulais profiter de sa présence pour rentrer un peu plus dans le détail de l'éducation thérapeutique du patient. Elle a parlé à plusieurs reprises, et vous en avez parlé juste avant son interview, d'ateliers d'éducation thérapeutique. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? J'imagine qu'il y a une partie activité physique, une partie psychologique, une partie sur la médicamentation. Enfin, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, au départ, au sein de l'équipe pluridisciplinaire qui a été formée à l'éducation thérapeutique, pour formaliser notre programme, on a choisi des thèmes qui nous paraissaient indispensables d'aborder dans cette maladie. Donc le premier atelier s'intitule « Mieux comprendre la maladie ». Donc c'est là qu'on explique la physiopathologie de la maladie, ce qui se passe dans le cerveau. Il est animé, cet atelier, avec une des neurologues du centre. Et puis, on essaie également de favoriser l'expression des patients, qu'ils expriment un peu leur ressenti, leur vécu avec cette maladie. D'accord. C'est très important. Oui, c'est avoir une oreille attentive, en fait, pour discuter de cette maladie avec quelqu'un qui les comprend. Oui. On est vraiment tous là. Alors, je compose des groupes de patients, entre 5 et 8 patients maximum. Et je choisis des patients au même stade d'évolution, à peu près, pour qu'il y ait une bonne homogénéité du groupe et que les échanges soient facilités. Et ces ateliers collectifs auront lieu toujours avec les mêmes personnes. Du coup, c'est ce qui crée un lien et beaucoup d'échanges. Oui, ça crée de la confiance aussi. Du coup, ça permet de se confier plus facilement. Voilà, la parole se libère beaucoup plus facilement au fur et à mesure des ateliers, puisque ce sont à chaque fois les mêmes patients qui se retrouvent. D'accord. Je vous propose qu'on en échange plus avant, après une deuxième pause musicale, parce que Francis me fait des grands signes derrière la vitre. Donc cette fois-ci, j'arrive à lire France Gall avec Revoilà sur Radio Entre-deux-Mers, en l'absence de Gérard qui est parti se dorer la pilule sur l'île Maurice. On se retrouve avec Emmanuel Godmet, président de l'association Parkinson Vivre et Travailler, et Marie-Claire Toussaint, qui est infirmière spécialisée en éducation thérapeutique et spécialisée dans la maladie de Parkinson. On évoquait juste avant la pause musicale tout ce qui est éducation thérapeutique et type d'atelier qui pouvait exister. Emmanuel, je me tourne vers toi. Le site Parkinson Vivre et Travailler, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut considérer comme de l'éducation thérapeutique ou pas ? Crime de lèse-majesté, non. On ne peut pas considérer comme de l'éducation thérapeutique. Je pense que ce que l'on peut dire, c'est que c'est un site éducatif de type ETP. ETP, éducation thérapeutique du patient. Mais de type, c'est certainement pas d'éducation thérapeutique du patient au sens propre. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire sur le site ? Nous avons essayé de mettre à disposition de l'internaute les symptômes dans un premier temps, décrits. Et il est surprenant de constater que beaucoup de patients ne connaissent pas tous leurs symptômes. Ils rencontrent des difficultés dans la vie, mais qu'ils n'assimilent pas au fait qu'ils ont la maladie de Parkinson. Alors ça a un effet déviant. C'est-à-dire que le malade, ne sachant pas que c'est dû à Parkinson, n'en parle pas à son neurologue qui n'agit pas par les médicaments pour lui rendre service. Donc il est important, il est essentiel de connaître la maladie et nous apportons notre part à cette démarche par le site Parkinson Vivre et Travailler. Oui, ça permet quand même de donner une information, plusieurs types d'informations aux patients qui tournent sur le site internet et qui peut lire les quarantaines de symptômes qu'il peut y avoir et les solutions ou les solutions qu'on peut proposer en face. Oui, alors absolument, tu as raison de dire, on propose des solutions en face. Alors des solutions en face, c'est le sport, c'est l'orthophonie, c'est un certain nombre de choses que nous avons déclinées en face de chacun des symptômes et qui permet aux malades, aux patients, de mettre en application notre motto, c'est-à-dire parkinsonien devenant acteur de notre santé.
Il faut se prendre en charge, c'est absolument indispensable. En plus des médicaments qui sont, eux, pour le compte, indispensables. En plus des médicaments, il faut avoir une hygiène de vie, des activités, une vie sociale. Il faut absolument se concentrer et mener toutes ces activités, c'est important. Oui, c'est ce qui permet de ralentir les effets négatifs de la maladie, les symptômes d'une manière générale. Et c'est en ça que ça se différencie aussi de l'ETP, donc l'éducation thérapeutique du patient, puisque ça s'enregistre dans un cadre précis. Exactement. L'éducation thérapeutique du patient est devenue quasiment obligatoire. En tout cas, elle fait partie du cahier des charges des centres experts, des centres de ressources pour toutes les maladies chroniques, mais elle est très encadrée. Donc, les contraintes, il faut avoir un médecin coordonnateur du programme. Il faut avoir une équipe pluridisciplinaire formée à l'éducation thérapeutique et créer le programme et envoyer le dossier à l'agence régionale de santé, donc l'ARS, qui va autoriser et valider le programme ou pas. Et donc sur la maladie de Parkinson, tous les centres experts le proposent ? Il me semble que oui. D'accord. De plus en plus, en tout cas. Oui, parce que c'est une obligation. Oui, maintenant, c'est rentré vraiment... Sur les 26 centres experts qu'il y a en France. Ouais. Et sur la région, le centre expert, c'est Bordeaux. Et alors, non, il y en a 3, parce qu'il y a Poitiers, Limoges et Bordeaux. Donc, je sais que les 3 centres proposent un programme d'éducation thérapeutique sur la maladie, avec certains ateliers. Alors, chaque centre propose un programme un peu différent, adapté à ses propres ressources. Nous avons choisi certains ateliers en fonction des ressources humaines dont on disposait. D'accord. Donc concrètement, quand on est un patient atteint par la maladie de Parkinson, il faut qu'il contacte son centre expert, il tape sur Internet centre expert Parkinson Limoges, Bordeaux ou Poitiers, suivant où il habite. Voilà. Et il trouve les coordonnées, il contacte et il demande à se rapprocher de personnes compétentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas à Bordeaux, il n'est pas obligatoire d'être suivi au centre expert pour bénéficier de l'éducation thérapeutique. Ça veut dire qu'on peut le faire en distanciel, en visio Alors, on essaie de développer quelques ateliers en visio, mais c'est toujours un peu compliqué. Déjà, il faut que le patient soit à l'aise avec l'outil numérique, qu'il ait une bonne connexion. Voilà. Ouais. Et on ne peut pas faire tous les ateliers du programme en visio, mais ça peut permettre que les patients se déplacent un peu moins souvent, surtout qu'on est une région très étendue et on a beaucoup de patients qui viennent de loin, du Pays Basque, de Dordogne ou de Charente. Du coup, si ça peut éviter quelques déplacements. Voilà. Mais on est en train de le développer. C'est pas encore tout à fait... C'est pas encore totalement démocratisé, mais c'est en cours. Voilà. Ok, mais c'est quand même bien appréciable. Et puis maintenant, depuis le Covid, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui est habitué à travailler à distance. C'est vrai que le Covid nous a permis de développer un peu plus rapidement. Le Covid a eu quelques effets positifs. Emmanuel, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Je voulais rajouter que suite au Covid, nous faisons de la méditation en groupe. Oui, c'est Internet. C'est un outil formidable. Ça a été lancé avec le professeur Tison initialement. Et on est une équipe qui continue à agir régulièrement toutes les semaines. Donc l'outil informatique, il faut l'utiliser. Par contre, l'effet pervers, c'est que la création de liens personnels que vous rencontrez, Madame Toussaint, dans vos groupes, est perdue. Alors, et ça c'est très, très important parce que la connaissance de la maladie, c'est une chose, mais traiter ses complexes et partager ses expériences, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'avec l'expérience et le recul que j'ai maintenant, ces ateliers d'éducation thérapeutique créent un lien vraiment très important. C'est ce qui ressort des retours des patients. C'est vraiment le lien que ça crée. Ça rompt l'isolement. Oui, c'est vrai que la maladie de Parkinson, c'est une maladie socialement compliquée à assumer. Tout à fait. Et les gens ont tendance à rester chez eux, à ne pas vouloir sortir, à ne pas oser rencontrer du monde pour ne pas subir le regard des gens. Et cet aspect-là permet justement
de se sortir un petit peu de chez soi et de rencontrer du monde, de renouer avec le lien social. C'est ça. Exactement. Et ça motive certains patients à reprendre des activités socio-culturelles, physiques, sportives, quand ils écoutent les témoignages des autres patients. C'est vraiment très très riche d'échanges et vraiment bénéfique. Oui, c'est important, et c'est important de ne pas rester seul et que vous disiez tout à l'heure de libérer la parole. On l'a souvent dit à ce micro. Il faut en parler, même vis-à-vis des personnes qui connaissent, parce que la maladie de Parkinson, elle est assez connue en termes de nom, mais en termes de symptômes et de maladie en elle-même. Oui, elle est très mal connue en tout cas. Finalement, le grand public la connaît peu. Oui. Donc ça permet aussi de communiquer sur ces aspects-là. Et nous, c'est important aussi dans le monde du travail. Enfin, je le vois aussi de mon côté en tant qu'actif. C'est important de communiquer. On en a parlé lors de l'avant-dernière émission, me semble-t-il, d'en parler à son employeur, de communiquer, de savoir que on peut continuer à travailler, on peut continuer à sortir, on peut continuer à faire beaucoup de choses. Il faut s'en donner les moyens, il faut juste savoir qu'il y a des contraintes à côté, qu'on est plus fatigué facilement, on a une fatigabilité un peu plus importante, mais on est capable de faire. Ouais. Et quand on ne nous le dit pas, on ne le sait pas forcément et on a tendance à rester chez soi. Tout à fait. Donc c'est important de le faire et de continuer à pratiquer du sport aussi. Donc concrètement, justement, dans les activités que vous proposez dans les ateliers, est-ce que vous proposez des activités sportives Alors non, on ne propose pas d'activités sportives. On peut proposer parfois des démonstrations de ce que font les patients. Notamment, on a eu au cours, parce qu'on a un atelier sur l'importance de faire de l'activité physique dans cette maladie, que j'anime avec une kiné. Oui. Et à la fin de l'atelier, on a 2 couples qui font du tango Parkinson, oui. Et qui ont fait une démonstration à la fin de l'atelier, ce qui a encouragé les autres patients à essayer. Oui, on avait reçu ici du tango argentin, une professeure de tango argentin. Cécile, tout à fait. Qui fait partie maintenant de l'émission Bien-être et vous ici à la radio. C'est ce que j'allais te dire, Francis. Ouais, et si elle nous écoute, on la salue. On salue Cécile, effectivement, qui est maintenant elle aussi chroniqueuse radio. Donc Francis recrute sur tous les fronts. Pour le bien-être de tous, mon cher ami. Exactement. C'est très généreux de ta part, Francis. C'est très bien comme ça. Emmanuel, je me retourne vers toi. Oui, alors pour les ateliers, Madame Toussaint, il y a d'autres ateliers dont je me souviens avoir suivi les sessions avec vous. Il y a le stress. Alors, on a effectivement un atelier avec les neuropsychologues du centre sur la gestion du stress, pour essayer de mieux maîtriser son stress, qui majore les symptômes dans cette maladie. Donc, très important de trouver la méthode qui convient à chaque personne pour essayer de mieux maîtriser, mieux gérer ce stress. Donc c'est au cours de cet atelier qu'on expose les différentes méthodes possibles et notamment la méditation de pleine conscience. D'accord. On parle aussi de sophrologie. C'est ça, vous explorez tout le champ des possibles sur un symptôme en particulier. Donc là, le stress en l'occurrence, on propose de la sophrologie, on donne des exemples, on donne peut-être des adresses aussi. Voilà, on essaie de donner des stratégies, des possibilités, en tout cas, d'apprendre à mieux gérer. Parce qu'il faut savoir que le stress, enfin, en tout cas l'anxiété, peut être un symptôme très envahissant. Oui. Et parfois plus handicapant que les symptômes moteurs chez certaines personnes. Oui. Oui, qui dit stress dit aussi estime de soi et la confiance en soi dans le monde social. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie d'aborder aussi le thème de l'estime de soi, qui est très impacté quand on vous apprend que vous avez la maladie de Parkinson. Donc voilà, on a une petite initiation au travail sur l'estime de soi. Oui, et puis c'est vrai que pour revenir sur l'anxiété, c'est un cercle vicieux, parce que quand on est anxieux, c'est amplifié par la maladie, du coup ça génère du stress, du coup ça régénère de l'anxiété, etc. Donc c'est compliqué de sortir de ce cercle. Et les symptômes se majorent. Et des complexes en vie sociale. Bien sûr. Donc, il y a énormément d'isolement social dans cette maladie. Oui. À partir du moment où il y a quelques symptômes visibles, il y a un isolement
un repli social important. Oui, donc c'est important, encore une fois, d'en parler pour montrer que les gens ne sont pas seuls, qu'ils sont entourés. Et c'est vrai que réunir des groupes de discussion pour en parler, c'est intéressant. Puis ça permet de sortir, déjà de franchir le pas, le seuil de sa porte, de partir de chez soi. Mais paradoxalement, c'est très difficile de motiver les patients pour participer au programme, parce que accepter de rentrer dans un programme d'éducation thérapeutique, c'est accepter de se confronter à sa maladie. Oui. À chaque fois que vous revenez, vous savez que vous allez re-rentrer dans la maladie. Et c'est pas toujours évident. Tout le monde n'est pas prêt à... Oui, parce que certaines personnes, et j'en ai fait partie, peuvent avoir une forme de déni. Bien sûr, mais c'est tout à fait humain, compréhensible. On n'a pas envie d'être malade, donc on se ment à soi-même en se disant non. Il faut prendre le temps. J'en parle pas, donc ça n'arrivera pas. Donc, mais c'est vrai que ça demande un travail sur soi. Et puis il faut du temps. L'acceptation. Voilà. Il y a un chemin à faire. Oui, et je pense qu'au plus tôt on l'accepte, au mieux c'est, puisqu'on peut se prendre en main plus facilement et donc minorer les symptômes de la maladie. Ou en tout cas, faire en sorte de les prendre en main. Oui, mais d'ailleurs, c'est une des remarques quand je reçois les patients à la fin du programme pour leur demander ce qu'ils ont retiré comme bénéfice ou pas du programme. Ils me disent beaucoup que ça les a aidés à mieux accepter de vivre avec cette maladie. Du coup, pour moi, c'est une victoire. C'est un vrai bénéfice, c'est une plus-value très importante. Et petite question, est-ce que les médecins généralistes, qui parfois sont du coup les médecins qui suivent plus particulièrement dans les zones rurales, je pense à ces gens en particulier, est-ce qu'ils sont au courant de cette éducation thérapeutique? Est-ce que vous faites des formations à destination des médecins? Alors, c'est de plus en plus connu. Maintenant, j'ai quelques patients qui me sont adressés par leur médecin généraliste, mais c'est aussi le bouche à oreille entre patients qui se connaissent. Il peut y avoir plusieurs sources de conseils, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu communiquer avec tous les médecins généralistes de la région. Emmanuel. Il faut savoir que sur la région, Madame Toussaint, vous avez 10 000 personnes, 10 000 parkinsoniens environ. Donc, il y a un nombre non négligeable de personnes qui pourraient bénéficier de cette formation. Exactement. Et qui hésitent à le faire. N'hésitez pas, c'est salvateur. Après, je ne peux pas recevoir les 10 000 personnes. Non, vous ne précipitez pas tout sur votre... C'est pour ça qu'on essaye de faire du lien avec les hôpitaux généraux de secteur. Comme je sais qu'il y a un programme qui est en train de se développer à Bayonne, un autre qui va certainement voir le jour sur Libourne, peut-être sur Agen. Enfin voilà, c'est très important que ça se développe sur les territoires, au plus près du patient. Ok. On a encore une minute ou deux sur les ateliers. Oui, vous avez encore 3-4 minutes. D'accord. Alors, concernant les ateliers, il y a les traitements médicamenteux et effets indésirables. Alors, c'est un atelier qui est intéressant parce que les médicaments sont essentiels et vitaux. Les soins complémentaires sont superfétatoires, mais importants pour la prise en charge de soi-même. Mais les médicaments peuvent avoir des effets secondaires et cette formation est intéressante. Bien sûr, pour moi, c'est un atelier essentiel sur les traitements parce que c'est incroyable le nombre de patients qui ne comprennent pas leur ordonnance. Et du coup, ça peut entraîner beaucoup d'erreurs de prise du traitement et du coup jouer sur l'efficacité. Ou sur des effets indésirables. Ou des patients qui font de l'automédication, qui imaginent qu'ils peuvent même doser le... Oui, c'est catastrophique. Donc nous, l'objectif, c'est qu'ils comprennent mieux leur traitement, leur ordonnance, et qu'ils prennent leur traitement de façon plus adaptée. Et qu'ils apprennent à communiquer avec leur neurologue ou leur généraliste. C'est vrai que dans cette maladie, il y a des mots très compliqués. Du coup, on essaie d'expliquer les mots de cette maladie. Vulgariser un petit peu ce qui est un jargon scientifique parfois incompréhensible. Tout à fait. Vous avez un autre atelier qui est très intéressant, puis on va peut-être passer à la fermeture du banc, c'est le sommeil.
Non, alors on ne fait pas sur le sommeil, mais on en parle dans les symptômes de la maladie. D'accord. Beaucoup de troubles du sommeil. Beaucoup de troubles de sommeil parmi notre Notre public. Mais on n'a pas pu développer d'atelier proprement dit dédié Oui, au sommeil. après, ça se construit au fil de l'eau, j'imagine. Oui, bien sûr. Et au fil des demandes aussi, en fonction de la demande des patients. On essaie de faire au mieux. Bon, c'est des choses qu'on pourra évoquer avec notre prochain entretien de la prochaine émission qui est le 15 février, le lendemain de la Saint-Valentin. Donc il faudra prévoir des roses pour le professeur Messner, puisqu'on reçoit donc le professeur Messner qui est le chef de service de l'Institut des maladies neurodégénératives cliniques de Bordeaux. Donc un entretien avec un professeur de renom. Donc ça sera très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler la radio. Francis, je te laisse donner le numéro, comme ça vous pourrez poser vos questions peut-être. 05 56 61 10 85 ou alors tout simplement vous passez à Sauveterre de Guyenne au 4 rue Saint-Romain. Ou un petit mail si jamais vous avez des questions contact@red2m.org ou éventuellement Emmanuel, tu peux communiquer le mail de l'association aussi. Tu lui poses une colle. Oui, tu me poses. Pardon. Je m'écris jamais. Pardon Emmanuel. Non mais allez sur le site parkinsonvivretravailler.com et vous trouverez tout ce que vous voulez, vous faites votre marché et il n'y a pas de problème. Et vous rentrez en contact avec nous si vous le souhaitez, mais restez pas seul. Oui, et puis posez-nous vos questions, on s'en fera le relais ici auprès du professeur Messner. Merci Madame Toussaint pour tous ces renseignements. L'éducation thérapeutique, c'est absolument essentiel. Et c'est indispensable. Important de bien communiquer, de sortir de chez soi, de se renseigner. Est-ce qu'il y aurait un numéro de téléphone, Madame Toussaint, éventuellement ? Alors, vous pouvez aussi aller sur le site de l'IMN, c'est IMN Bordeaux. IMN Bordeaux sur Google, sur le moteur de recherche vous tapez habituel. Ça et vous aurez toutes les informations. Voilà, exactement. Tous les numéros et les mails. Et encore une fois, au pire, vous appelez Francis à la radio et c'est bon. On aura toutes les infos. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au mois prochain. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau. Sans se presser au rythme